Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 10, la dernière goutte d'eau. Lors du dernier épisode, on a vu comment Septime Sévère a accéléré la transformation de l'Empire romain au tournant du IIe siècle. Rome était déjà une dictature militaire depuis un certain temps, si on est honnête. Mais à partir de son règne, on peut clairement dire que le pouvoir des empereurs dépend quasi exclusivement de l'armée. Armée romaine dont le soutien se monnaie de plus en plus cher par ailleurs. Cette transformation va bien sûr survivre à la mort de Septime en 211. L'infrastructure militaire qu'il a construite encadre désormais tout le régime impérial. Une infrastructure qui s'impose à ses successeurs sur le trône, et notamment l'empereur Alex, qu'on retrouve quelque part à la frontière de la Germanie en 235. À ce stade, la Légion romaine est devenue un personnage à part entière de l'histoire romaine, et plus pour le pire que le meilleur. Revenons donc en 235 sur les bords du Main pour suivre les aventures de son arrière-petit-neveu, le jeune Sévère Alexandre, qui à son tour vient affronter les Germains. Et là aussi, plus pour le pire que le meilleur, comme nous allons le voir. L'histoire de l'empereur Alex n'est pas une histoire simple à raconter. Les auteurs antiques qui la rapportent sont souvent en désaccord, et les historiens modernes réfutent les versions simplistes de certains d'entre eux, notamment celles qui le font passer pour une véritable nullité. Mais sans pouvoir être catégorique sur son caractère et sa compétence, il semble quand même clair que Sévère Alexandre n'est pas l'empereur le plus populaire de l'histoire de l'armée romaine. Notamment ce printemps 235, lorsqu'il arrive sur les bords du Main pour aller combattre les Germains. L'empereur Alex est monté sur le trône en 222, à l'âge de 14 ans, donc bien trop jeune pour avoir le moindre souvenir de son lointain aïeul Septime Sévère. Mais il est probable que l'ombre de ce glorieux ancêtre, avec sa réputation militaire impeccable et ses réformes à la hache, va planer sur son existence. Car même s'il ne l'a pas connu, le petit prince a dû en entendre parler toute sa vie. Même avec une jeunesse bien confortable et une éducation soignée dans un beau palais quelque part en Syrie, impossible de ne pas être tout le temps comparé aux glorieux ancêtres. Surtout quand il monte sur le trône, et surtout par l'armée, qui littéralement garde une adulation pour Septime, l'homme qui les a couverts d'honneur et d'or. Mais Septime a pris le pouvoir par la force de son armée après avoir gravi tous les échelons de l'empire de Commode. Il a su se forger un caractère d'acier et se bâtir une carrière d'officier exceptionnelle au fil des années. C'est un homme accompli qui a pris le pouvoir en 197, en pleine force de l'âge et avec toute l'expérience et le crédit nécessaires pour commander efficacement. L'empereur Alex, lui, élevé dans un palais doré sous la protection de sa mère et de sa grand-mère, la belle-sœur de Septime Sévère, a tout reçu dès son plus jeune âge comme héritage. Une vie bien protégée du malheur, qui bascule tout à coup lorsqu'il est nommé empereur à 14 ans, à la suite du meurtre de son cousin. Un empereur très différent donc de son lointain aïeul, un pur produit de la meilleure éducation romaine, amoureux des philosophes et de la lecture. D'ailleurs, tous les contemporains le disent, intelligent, travailleur et respectueux des traditions. Somme toute, un profil parfait pour finir bibliothécaire. Pour être empereur, c'est un peu moins sûr. La majorité des auteurs rapportent combien on l'admire pour son esprit de justice et sa grande sagesse.
Mais certains critiquent quand même son manque d'ambition, sa mollesse et son désintérêt pour la chose militaire, allant même le faire passer carrément pour un lâche. Apparemment, l'empereur Alex n'aime ni la guerre ni les militaires. Il est réputé cassant avec eux, imposant une discipline et des châtiments assez impitoyables pour les hommes qu'il commande maintenant, mais dont son trône dépend en fait. Et en plus, l'influence très visible de sa mère sur lui, et par conséquent sur la vie politique, n'est pas forcément bien vue de tout le monde. Le jeune homme semble être sous son contrôle durant tout son règne. Ce qui n'est pas forcément très étrange au vu de son âge, mais ça passe mal aux yeux de l'armée, dans une société hyper patriarcale où le chef doit inspirer la force, et pas juste être seulement un bon fils à sa maman. Il n'est pas taillé pour le job, quoi. Mauvais profil pour le rôle, si on te comprend bien. Bref, tu peux être direct. Il n'est pas taillé pour le job. Le mauvais profil pour le rôle, si on te comprend bien. Mais n'empêche qu'il n'en est pas moins l'empereur, sévère Alexandre, en 235. Je veux dire, c'est quand même lui qui doit diriger l'Empire et sa force militaire, même avec un caractère et un entourage familial qui ne font pas de lui un homme populaire pour l'armée. Si la Légion est la véritable source de pouvoir à Rome, l'empereur Alex ne peut pas s'en désintéresser en tant que commandant en chef et se la jouer antimilitariste un peu hippie. C'est peut-être la corde qui soutient le pendu, mais c'est comme ça. Mais alors, que va-t-il se passer avec les Germains aux frontières ? La concentration de l'armée à Mayence n'est pas un hasard en 235. La situation sur le Rhin n'est pas bonne et les tribus germaniques voisines créent maintenant depuis plusieurs années des problèmes croissants sur la frontière. Et si l'empereur Alex arrive en personne de Rome avec une énorme armée avec lui, ce n'est sûrement pas pour faire un pique-nique. En fait, l'empereur, peut-être pour son plus grand malheur, vient à peine de terminer une autre guerre en Mésopotamie. Et le voilà maintenant obligé de faire face dardard à la nouvelle menace du jour qu'on appelle les Alamans. Pour un empereur jugé pas trop porté sur la chose militaire, c'est quand même pas de chance. Alors, inutile de chercher une mention de cette tribu dans Tacite, vous ne la trouverez pas. Aucune trace des Alamans dans la Germanie. Ce qui peut sembler étrange, puisque leur présence est un immense problème en 235 et qu'ils sont devenus l'un des pires voisins de l'Empire. En réalité, la plupart des spécialistes considèrent que les Alamans sont une confédération de groupes de Germains. Une grande union de clans regroupant des hommes des tribus du sud de l'Allemagne moderne. Des Suèves, bien sûr, qui vivaient dans la région de Mayence sous Tacite, mais aussi d'autres peuples, peut-être des Germains immigrés issus des groupes plus à l'est et au nord qui se sont installés dans les parages. L'origine de cette nouvelle entité reste encore discutée à ce jour, comme le sens précis de leur nom. Probablement Alle-Mann ou tous les hommes en langue moderne allemande, même si d'autres étymologies ont été proposées. Sans certitude, la terminaison man, homme donc, laisse quand même penser à une nouvelle fédération de clans réunis sous une bannière commune. Une alliance qui finira par construire sa propre identité, sous le nom de Alaman. Ce qu'il y a d'étonnant dans cette histoire, c'est comment cette alliance, littéralement sortie de nulle part, fait brusquement son apparition dans les textes. Les Romains ne nous donnent pas de détails, pas de nom de chef ou de projet politique. Juste une grande bande de Germains qui tout à coup sont sur la frontière et prêts à en découdre avec Rome. Comme si, en l'espace d'un siècle depuis Tacite, la menace germanique avait pris une toute autre dimension sans que les Romains aient envie ou soient capables d'en expliquer le pourquoi. Ah, je me disais bien que Tacite les avait pas oubliés non plus. Nous reviendrons plus tard sur ce phénomène de la création des peuples alamans et surtout francs, vu que c'est quand même notre propos principal, normalement. Mais bon, j'imagine qu'il va nous falloir encore un peu de patience. En tout état de cause, ce nouveau groupe a fait une entrée fracassante dans l'histoire romaine 20 ans plus tôt. L'empereur de l'époque, un certain Caracalla, fils de Septime Sévère, et dont l'empereur Alex est le petit-neveu, a fait plusieurs expéditions sur leur territoire et n'y a pas laissé un souvenir impérissable. Enfin, apparemment, la légende noire de Caracalla que nous ont transmis les auteurs romains est elle aussi bien remise en question désormais par les historiens modernes. Alors ce qu'on apprend sans trop de nuances dans les textes antiques, c'est que Caracalla serait un tyran sans pitié, cumulant les pires travers de son père Septime Sévère en bombardant l'armée d'honneur et d'argent, mais en y rajoutant en plus de la débauche et de la cruauté. Un homme détestable et capable de la pire violence envers sa propre population.
et aussi envers ses voisins, et notamment les Germains. Caracalla a porté la guerre chez les Alamans en 213, pour répondre soi-disant à des incursions de leur part. En plus des opérations brutales de pacification, dont les Romains sont généralement capables, Caracalla a fait preuve d'une duplicité et d'une cruauté vraiment remarquées, notamment contre les femmes et les enfants, une pratique qui passe toujours mal pour les commentateurs de son règne, alors qu'il en faut généralement en faire beaucoup pour qu'ils s'offusquent des méthodes employées par l'armée avec les barbares. On raconte même que les Alamans lui auraient jeté un sort pour lui faire perdre la raison, comme dernier stratagème pour se débarrasser d'un démon. Efficace ou non, Caracalla finira vite sous les coups d'un assassin, romain pour le coup, mais laissera une frontière à peu près stable avec la Germanie pour un bon moment. Donc, du point de vue strictement de l'efficacité à court terme, on a un résultat qu'on va dire acceptable. Pour la morale, c'est sans doute une toute autre histoire. Mais une efficacité à court terme seulement. Parce que Rome a toujours un ennemi à la frontière qui en chasse un autre, une nouvelle menace dont il faut s'occuper. Et Caracalla, comme ses successeurs et notamment l'empereur Alex, se sont vite retrouvés happés par un autre conflit, du côté de la Mésopotamie. Le royaume sassanide qui s'est constitué dans le tout Proche-Orient à la suite de l'empire parthe couvre un immense territoire, composé entre autres de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran moderne. Cet autre grand empire est devenu le nouveau archirival de Rome et va le rester pendant des siècles littéralement. Et le conflit ouvert depuis 227 avec les Sassanides a forcé l'empereur Alex à découvrir la frontière du Rhin d'une partie de ses troupes pour les mener sur le front de Mésopotamie. Et c'est donc l'absence de troupes sur la frontière du Rhin pendant plusieurs années qui a réveillé l'appétit de conquête ou de vengeance des Alamans. D'où le retour à marche forcée de notre empereur au printemps 235 avec d'immenses forces. Les Alamans 2, la revanche. Bon, au-delà de la blague, à partir du IIIe siècle, Rome fait face à des attaques simultanées sur plusieurs fronts. C'est ça le problème. Pas seulement la Germanie, mais aussi la Mésopotamie et la frontière du Danube. Alors on a déjà des conflits sur ces trois fronts depuis Tacite, voire même avant. Donc quelque part, rien de nouveau sur ces points chauds des frontières de l'Empire. Mais si les problèmes se déclenchent en simultané, la défense du Limès devient compliquée pour Rome. Alors oui, depuis Tacite, on a déjà eu des conflits sur ces trois fronts. Donc rien de nouveau sur les points chauds à la frontière de l'Empire. Mais par contre, si les problèmes se déclenchent simultanément, la défense du Limès devient vraiment compliquée pour Rome. Et pour un empereur qui n'est pas super fan de l'armée en général, ce n'est pas la meilleure situation possible. Mais bon, qu'il aime son armée ou pas, il doit quand même surmonter son dégoût pour gérer la situation, non ? C'est parfaitement juste. Et c'est probablement le conflit intérieur auquel doit faire face l'empereur Alex au début de 135. Si encore une fois, on en croit la plupart des auteurs antiques et leur analyse de son caractère. Car notre jeune homme a pris une direction assez différente de ses prédécesseurs. Figurez-vous qu'il a décidé de bien gérer son empire plutôt que de ne s'occuper que de son armée. Une politique révolutionnaire en partenariat avec le Sénat pour retrouver la prospérité perdue. Avec pour programme rétablir l'économie en arrêtant les dévaluations de monnaie et lancer une baisse massive des impôts qui étouffe le peuple. L'empereur Alex décide d'être un empereur efficace, un homme sérieux qui s'entoure de fonctionnaires de qualité au service de l'empire dans son ensemble. Un programme qui peut nous sembler plein de bon sens, mais qui ne fait pas, mais alors pas du tout, le bonheur de l'armée. En tout cas de ses officiers. En gros, l'empereur Alex tente un retournement de politique en arrêtant la stratégie du toujours plus pour les légionnaires. Fin des gratifications supplémentaires, fin des primes et des pillages sur lesquels on ferme les yeux. Mais est-ce que ceci doit être véritablement une surprise ? Son éducation, son caractère, sa passion des livres et de la philosophie, tout ça rend assez vraisemblable que notre homme ne soit pas très sensible au charme des camps militaires. Et apparemment, pas forcément coulant non plus avec l'indiscipline et l'amour du gain qui sont devenus les vertus cardinales de l'armée depuis les dernières décennies. En bref, Sévère Alexandre s'est décidé, par caractère comme par réalisme économique, à arrêter la dérive de ses prédécesseurs et à traiter la gangrène qui est devenue l'armée pour l'Empire romain. Une armée qui pense moins à servir l'Empire qu'à se servir de l'Empire. Donc les auteurs présentent l'empereur Alex comme une espèce d'antimilitariste.
un homme bon et vertueux, opposé aux vils intérêts de vulgaires soldats. Ok, soit, je veux bien, mais il y a aussi une autre hypothèse. Celle qu'il ne l'était pas tant que ça, mais que les auteurs romains futurs voudront faire remonter à son règne l'âge d'or où les légionnaires savaient rester à leur place, soit bien en dessous de la noblesse romaine. En gros, notre empereur Alex est paré de toutes les vertus qui manquent à ces balourdes légionnaires. C'est clair. En tout état de cause, pour les légionnaires qui n'avaient peut-être déjà pas beaucoup d'affection pour cet empereur de bibliothèque, la rumeur qui circule début 235 va sonner comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et la popularité de l'empereur Alex va s'écraser pour de bon. Tout d'abord, la campagne militaire en Mésopotamie, si elle ne s'est pas terminée en désastre, n'a pas non plus fini de manière très glorieuse. Au mieux, c'est un succès moyen qui a simplement permis de stabiliser la frontière et de trouver un terrain d'entente temporaire avec les Sassanides. Une paix un peu honteuse pour l'armée romaine qu'on attribue facilement au manque de courage et à l'indécision du jeune empereur. Plus prosaïquement, l'armée n'a donc pas vraiment gagné grand-chose durant cette campagne. Pas de butin général ou de pillage à grande échelle qui serait à mettre à son crédit. Pas de triomphe donnant droit à des gratifications. Une campagne extrêmement dure avec de lourdes pertes, notamment au cœur de l'hiver en Arménie, qui n'a pas apporté grand-chose aux survivants, habitués à s'enrichir contre leurs ennemis habituellement à l'occasion des campagnes militaires. Si on fait l'hypothèse que ces troupes sont revenues dans une région dévastée par les raids alamans pendant leur absence, ça a pu aussi en rajouter dans la crise de popularité de l'empereur. Pour beaucoup de soldats, la région de Mayence est celle où ils ont laissé derrière eux des amis ou de la famille. En fait, un légionnaire romain fait souvent souche dans la région de base de son unité, en achetant une terre ou en construisant une famille pendant ses années de service. Retrouver une région ravagée par des raids barbares parce que la légion a été déployée sans succès à l'autre bout de l'Empire peut être aussi une sacrée source de mécontentement pour les militaires. Si on manque de détails sur les raids germaniques de l'époque, le retour de Sévère Alexandre en force prouve que la région était sous une pression intense de ces hommes-là durant sa campagne à l'Est. Alors si on résume la situation, on a une armée qui est à la fois démoralisée par la guerre difficile contre les Sassanides, appauvrie par les baisses des gratifications accordées par l'empereur, et vraisemblablement ramenée sur un front militaire difficile, car Sévère Alexandre n'a pas su le protéger. Autant dire que notre homme n'arrive pas en Germanie avec tous les atouts dans la main, question popularité. Bon, il semble en tout cas clair que de toute façon, le crédit de l'empereur Alex auprès de l'armée n'a fait que s'effriter au fil du temps, ce qui expliquerait le délitement progressif, bien attesté pour le coup, de la discipline générale des légions. Même si dans le fond, on ne saura jamais si ce sont les faiblesses de Sévère Alexandre qui provoquent l'indiscipline de l'armée, ou si c'est plutôt l'inverse. Qui sait si Alexandre n'était pas un grand général, mais que tout ce qu'il a voulu faire a été empêché par des officiers pas trop volontaires pour obéir à un gamin et à se faire remettre à leur place par un empereur soucieux du bien-être de son empire. Mais ça ne change pas trop le résultat final. Je sens même que ça va commencer à être un peu chaud pour Alex. L'empereur qui vient d'arriver avec les renforts est stationné à quelques kilomètres de Mayence, mais apparemment ne compte pas rejoindre les troupes stationnées là pour mener la totalité de l'armée côté Germanie selon certains bruits. Les légions de renforts qu'amène Alex font pourtant de l'armée du Rhin une force formidable, à même de faire payer les Alamans le prix cher. Mais la rumeur qui enfle est que cette troupe n'est là que pour parader. Le plan de l'empereur Alex serait de payer les Alamans à prix d'or et d'acheter la paix et leur alliance pour éviter une guerre. La remontée de ces troupes ne serait donc qu'une démonstration, un moyen commode d'impressionner les Alamans et de les forcer à se calmer et à venir à la table des négociations. En résumé, pour les légionnaires, on n'aurait plus un sesterce et on peut sans problème les faire crapahuter et souffrir d'un bout à l'autre de l'Empire. Mais s'il faut trouver de l'argent pour s'acheter de la tranquillité en payant des traîtres qui ont pillé le pays durant l'absence des légionnaires, alors là, c'est bon, on peut s'arranger. Cette rumeur, que rapportent les auteurs, mais dont on n'aura jamais le fin mot, sert de déclencheur à l'épisode final de l'histoire. Un épisode qui ne surprendra donc personne à Rome, et les auteurs s'accordent plus ou moins sur les grandes lignes de la séquence. Selon la version habituelle, une délégation de soldats quitte Mayence pour s'expliquer avec l'empereur, avec ou sans la bénédiction du général Maximin,
l'homme en charge des légions du Rhin que Sévère Alexandre a mis en place pour diriger la frontière en son absence. Et il pénètre à plusieurs dans la tente de l'empereur Alex en ce début d'après-midi, apparemment sans trop d'opposition. À ce stade, on peut imaginer que les sentiments de dégoût sont sans doute partagés dans toute l'armée, que ce soit parmi les troupes du Rhin, comme parmi les renforts que l'empereur amène. En tout état de cause, personne ne semble essayer d'arrêter le groupe qui arrive de Mayence pour discuter avec l'empereur, ce qui, à la base, devrait sembler tout de même assez curieux. Et le ton va monter immédiatement dans la tente, la délégation hurlant des insultes sur l'empereur, et quelques minutes plus tard, plusieurs d'entre eux sortent leurs épées et le massacrent sur place sans autre forme de procès. Et pour faire bonne mesure, ils attrapent sa mère et lui font subir exactement le même sort. Et ainsi se termine la dynastie des Sévères et s'ouvre une grande période que nous allons couvrir dans les épisodes suivants et qu'on appelle la crise du IIIe siècle à Rome. Comme quoi, la sévérité ne paye pas. Mais pour être juste, on doit aussi imaginer que la négociation avec les Alamans n'était pas non plus si absurde que ça stratégiquement. Pour un empereur pas complètement confiant en son armée, qui semble ouverte à la rébellion, et avec d'autres menaces aux frontières, ce n'était pas débile non plus que de chercher l'arrangement avec les Alamans. C'est pas comme si les empereurs précédents avaient toujours réussi des opérations militaires de folie outre-Rhin. Et cette version n'est pas incompatible avec la fin de l'histoire, où un empereur un peu timide et sans autorité, amoureux de la paix et de la bonne gestion, se crache contre l'avidité et l'insubordination des villes légionnaires. Quoi qu'il en soit, l'histoire finit mal pour l'empereur Alex. Mais pour les Alamans, quelle conclusion faut-il en tirer, Xavier ? Plusieurs si on y réfléchit. Tout d'abord, cette histoire révèle que loin du cliché habituel des hordes barbares déferlant sur le pauvre empire doux et pacifique en 476, la frontière n'a jamais été stable pendant les 5 siècles de Pax Romana en Gaule. Non seulement les affrontements ont été constants bien avant la chute de Rome, mais les conflits ne sont pas dus seulement à des hordes assoiffées de sang venues de Germanie. Les Romains ont bien cherché aussi les problèmes en intervenant sans cesse dans cet espace pendant des années et en essayant de contrôler à défaut de coloniser ces peuples et leurs territoires. Il faut oublier définitivement une vision manichéenne de ce récit avec des gentils et des méchants. La frontière et les affrontements sont le fait des deux côtés, avec des luttes incessantes et des raids dans les deux sens. Dans le cas du pauvre empereur Alex, il doit venir régler une situation outre-Rhin du côté de la Forêt Noire, née des incursions des Alamans. Mais des incursions que les historiens lient à l'action pleine de traîtrise de son grand-oncle Caracalla 20 ans auparavant, et qui provoque une réaction de vengeance. Donc, la guerre autour de la frontière du Rhin n'est pas une chose nouvelle en 235, et ça ne va pas s'arrêter là. Le conflit et l'instabilité entre la Germanie et l'Empire va durer des siècles, et sûrement pas se cantonner aux quelques années avant la soi-disant chute de Rome de 476. Pas facile donc de distinguer la victime et le coupable dans cette situation. Les deux mondes ont coopéré et se sont affrontés sans cesse depuis l'intégration de la Gaule dans l'Empire 3 siècles plus tôt. 235 marque peut-être un changement du côté de Rome. Mais pour ce qui est des relations entre l'Empire et la Germanie, on voit bien que les dynamiques conflictuelles sont en place depuis déjà fort longtemps. Et cela n'est pas fini. La deuxième leçon, c'est que loin du cliché d'une armée romaine toute puissante, les Germains sont devenus une véritable menace dès le IIe siècle. La tentative de l'empereur Alex d'amener une force considérable sur la frontière ou de négocier avec eux signifie bien que dans l'esprit romain, la menace des Germains n'est plus une plaisanterie. Il faut maintenant composer avec les tribus d'outre-Rhin comme une force sérieuse à ne pas négliger, pas comme un punching ball qu'on peut frapper sans trop se poser de questions. Pourtant, les techniques militaires ou la technologie n'ont pas fondamentalement changé depuis l'époque des premiers empereurs ou même celle de Tacite. Rome dispose toujours d'un équipement d'une qualité supérieure, d'une logistique impeccable et de troupes superbement organisées. Enfin, quand elles veulent bien obéir. La seule interprétation possible à cette menace bien supérieure de la part des Germains désormais, et là aussi on va devoir en reparler, c'est que les tribus ont amélioré leur niveau. Leurs années au contact de Rome n'ont pas servi à rien, et les Germains ont su mettre à profit ce temps pour rattraper une partie de leur retard tactique pendant que l'Empire, lui, stagnait dans des problèmes multiples, à la fois démographiques, économiques ou politiques. Les prochaines années et le prochain épisode
vont illustrer une nouvelle fois la nature conflictuelle de cette relation séculaire entre Rome et la Germanie, et prouver que Rome a encore en elle la puissance de faire plier son adversaire. Dans une certaine mesure en tout cas, mais pas complètement, et sûrement pas définitivement. Et oui, le temps où Rome pouvait soumettre un pays voisin de millions d'habitants comme la Gaule est révolu. Les conditions ne sont sans doute pas les mêmes, bien sûr. Mais surtout, la puissance romaine n'est plus capable d'archi-dominer un monde si vaste et fragmenté comme la Germanie. L'année 235 ne marque pas que le début d'une ère nouvelle pour Rome, avec une crise dont nous reparlerons dès le prochain épisode. Mais aussi sans doute un tournant dans le rapport de force qui oppose les deux mondes depuis 2 ou 3 siècles, et qui va prendre un nouveau départ à partir de cette date. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou à nous laisser un message. Et rendez-vous au prochain épisode.